j'ai lu dans un journal la question. Est-il vrai que le garde du corps de Mélenchon est en place éligible sur la liste La France insoumise aux élections européennes? Le garde du corps? Oui. Oui, c'est vrai. C'est le responsable de tout le service d'ordre national de la France insoumise. Et voyez-vous, nous avons besoin d'un tel service d'ordre. Et moi en particulier. Nous sommes 5 dans le groupe à être menacés de mort. Quant à moi, 10 personnes avaient décidé de me tuer. En même temps que Castaner. Ce que je ne lui souhaite pas, ni à moi non plus. 10 personnes qui avaient décidé de me tuer. 6 sont toujours en prison. 4 autres ont été relâchés. Je ne sais ni où ils sont, ni ce qu'ils sont en train de faire, ni s'ils vont changer d'avis. Ils comptaient me tuer avec un lance-flamme, après avoir jeté des grenades sur les gens qui venaient aux réunions pour m'écouter. Donc voyez-vous, c'est une question sérieuse, qui mérite mieux que qu'on me regarde de loin. Je ne suis pas entouré d'hommes en armes. Je n'ai aucun service de protection qui vienne de l'État. Je n'ai que mes camarades qui acceptent de m'entourer, de prendre de leur temps et de me protéger. Et je veux lui rendre hommage à ce camarade. Mon garde du corps, pauvre cloche, mon garde du corps est docteur en philosophie, agrégé de philo, professeur de karaté. Il n'y a que chez les insoumis que ça existe. Et pour l'ignorant qui ne le saurait pas et qui continuerait à se moquer de lui, je l'invite à lire les productions de mon garde du corps, apprendre à philosopher avec Épicure, Populisme, le fantasme des élites, c'est son 2e bouquin, Intelligence du matérialisme, un très bon bouquin, c'est moi qui ai écrit l'introduction, Les phrases chocs de la philosophie, Insoumission, émancipation, laïcité, c'est l'ouvrage qu'il vient de faire paraître. Je vous passe la liste. Voilà qui est mon garde du corps. C'est un professeur, un homme qui vit de son métier d'enseignant et qui fait honneur à notre liste. Notre liste n'est pas la collection des gens que j'aurais placés, parce qu'évidemment, quand c'est une question qui est posée à Libération, est-il vrai que le garde du corps, c'est Libé, ça a quand même une certaine classe, la réponse a une certaine classe, mais quand ça arrive dans le journal de monsieur Jean-Michel Baillet, ça descend tout de suite de 2 ou 3 niveaux. Ayez marqué, Jean-Luc Mélenchon a-t-il placé son chauffeur sur la liste de la France insoumise aux élections européennes? Placé mon chauffeur? Mon chauffeur? C'est là que je sais que je suis un grand homme, j'ai un chauffeur comme Jean-Michel Baillet. Eh bien non, les amis, la vérité c'est que comme je me soucie de mes semblables, je ne conduis pas. Je me soucie aussi de moi. Et donc, il se trouve qu'il y a un ami qui veut bien me conduire, et en plus c'est un artiste, parce qu'il était chauffeur de taxi, maintenant il a changé de métier, mais sa principale, vous voyez ce que ça a d'humiliant de lire des choses comme ça, c'est que toute votre vie est ramenée à une chose. Voilà. Sébastien Delogu, il est chauffeur de Mélenchon. Mais non, Sébastien Delogu, c'est un militant politique. C'est l'homme qui a organisé un quartier pour repeindre une école pourrie, pour que les gosses soient bien traités. Voilà qui est Sébastien Delogu. Monsieur Lucas Serdic, pauvre petit scribouillard de la Dépêche, laquais de Jean-Michel Baillet. Voilà qui sont ces gens pour nous donner des leçons et nous traiter de cette manière-là. Nous nous engageons nos vies, eux surtout qui sont jeunes, qui ont des métiers et qui ont le courage de marcher devant, en sachant que ça leur vaudra des représailles. Parce que celui-là, le Sébastien Delogu, dans le dernier boulot qu'il faisait bien dans la logistique, un matin, son patron est arrivé et il lui a dit « C'est toi, Delogu, qui est sur la liste de Mélenchon ?» Il a dit « Oui, c'est moi. » Alors il a dit « Tu peux rentrer chez toi. » Voilà ce que risquent les nôtres. Nous ne méritons pas d'être traités comme ça. Nous ne méritons pas d'être traités comme ça. Nous sommes des militants. Ils ne sont pas mes clients. Ce ne sont pas mes amis au sens où je les placerai. Non, je n'ai placé personne. Et je ne placerai jamais personne. Il n'y a de place dans nos rangs que pour les combattants. Alors, je vais continuer la liste, hein.
Vous savez, je monte dans le TGV une fois par semaine, aller-retour pour aller à Marseille, depuis Paris, avec cette saleté de clim qui me rend malade. Eh bien, vous savez qui c'est que j'ai placé dans la liste? Mon conducteur de TGV. Bernard Borgiali, syndicaliste et conducteur de train. Et attention, hein, parce que moi, quand j'y vais, c'est pas pour rien. Hein. Vous savez que quand je suis à Paris, je monte dans le métro, c'est ce qu'il y a de mieux. Et des fois même dans le RER. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis dans la liste le pilote du RER dans lequel j'ai l'habitude d'aller, Philippe Juravert. Et si je monte dans un camion, le mien, c'est Kamel qui me conduit, c'est mon chauffeur de camion. De même, quand je dépose un texte de loi pour abroger le statut de travailleur détaché, eh bien, c'est Marina Mesure qui écrit mon texte, donc je l'ai mise dans la liste, et ainsi de suite. Je vous passe sur Gabriel Amar, parce que pour lui, il n'a vraiment pas de chance, en plus, c'est mon gendre. Alors lui, il peut toujours être militant de la bataille pour l'eau publique, il peut avoir écrit 5 livres, il peut être toute l'année à courir d'un bout à l'autre du pays pour organiser les amis pour qu'ils montent des régies publiques de l'eau. Il est ramené à une seule chose, il est mon gendre. Par conséquent, vous voyez bien que c'est suspect. Et on me dit, il a placé ses amis. Eh bien oui, parce que j'ai 79 amis dans la liste. Et vous, figurez-vous que c'est assez normal que parmi les insoumis, j'ai surtout des amis. On peut quand même avoir ça, non? C'est quand même le minimum. Je voulais vous le dire parce que je l'avais sur le cœur. Nous avons fait une liste qui ressemble à la société. Cette liste, elle comporte 11% de chômeurs, la moitié est constituée de militants associatifs, 62% ne sont membres d'aucun parti politique. Moi, je suis membre d'un parti politique et je ne critique pas l'appartenance à un parti politique. Et puis, voyez-vous, je vous ai dit, il faut être à la hauteur de la responsabilité. Nous, ça nous paraissait important qu'il n'y ait pas que des insoumis labellisés insoumis. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire au bout de 2 ans d'être labellisés insoumis? Vous savez, les insoumis n'en font qu'à leur tête. Hein. Et bon, forcément, avec un leader pareil. Bon, c'est moi qui ai dit, écoutez, attendez pas les consignes, vous savez aussi bien que moi ce qu'il y a lieu de faire. Hein. Vous le savez, parce que beaucoup d'entre vous ont l'expérience. Et puis, ce qui nous rassemble, c'est notre programme L'avenir en commun. Eh bien, ce sont des gens qui sont en accord avec l'avenir en commun qui constituent cette liste, mais aussi d'autres. Et je vous demande un instant d'attention. J'ai dit, nous avons pris nos responsabilités. En demandant à quelqu'un qui venait du milieu associatif, sur l'unique critère de sa capacité à mener le combat, sur un des aspects qui nous paraît les plus, fondamentaux, les plus à l'intersection des grandes questions qui se posent, qu'est la bataille contre la fraude fiscale. Parce que, voyez-vous, nous autres Français, depuis toujours, comme nous avons souvent eu du mal à mener la lutte dans l'entreprise pour organiser là où se fait la production, la répartition de la richesse, c'est une tradition culturelle, politique, philosophique des Français que de compter sur l'impôt pour rétablir l'équilibre et refaire de la redistribution. Pourquoi? Parce que nous sommes la grande nation politique. Nous croyons que les lois, nous croyons que les règles qui sont décidées par tous permettent d'organiser cette répartition d'une manière qui ne dépend pas seulement du rapport de force dans une entreprise. Et c'est pourquoi, alors que nous avons le taux de syndicalisation certainement, comme on dit, le plus bas de toute l'Europe, 8 ou 9% de syndiqués, chaque fois que les syndicalistes obtiennent quelque chose dans la lutte, eh bien, par extension, c'est appliqué à tous les travailleurs. Tandis que dans tous les autres pays, notamment les pays du nord de l'Europe, où le syndicalisme représente des 70 et des 80% des travailleurs de l'entreprise, ils n'accèdent aux accords, c'est-à-dire aux bénéfices d'un accord signé avec les patrons, que si le patron est membre du syndicat patronal et que si l'ouvrier lui-même est membre du syndicat ouvrier. Tandis qu'en France, par l'extension des avantages à l'ensemble de la branche et à l'ensemble des salariés, par la loi, nous étendons les bénéfices et résultats positifs de la lutte de classe dans un certain nombre d'entreprises. Donc nous avons raison, nous, d'être si politiques, et je suis attaché à cette tradition. Ce n'est pas pour rien que nous parlons de révolution citoyenne. Révolution parce qu'elle veut changer la donne, parce qu'elle veut changer la hiérarchie des normes, ôter cette sottise absurde qui est la concurrence libre et non faussée au sommet de toutes les normes, pour y mettre la solidarité, le partage et l'entraide comme loi qui organise la société. Et ça, si nous le faisons par la loi, cela s'imposera partout, à tout le monde, parce que la loi aura été votée par tous.
Cette nation politique, évidemment, elle a aussi des partis politiques. Et les gens, ça a quand même de l'importance. Tous ces gens ont fait des bavardages sur le rassemblement qui, le rassemblement que, alors on va se mettre, et puis bon, pourquoi pas, je l'ai fait combien de fois dans ma vie? Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, ce n'est pas de signer à plusieurs organisations. Le sujet, c'est de fédérer le peuple dans ce qu'il est, dans ses combats, dans ses aspirations. C'est d'abord ça le plus important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas signer des textes. Signons tout ce qu'on veut. Et après quoi? On reste entre nous, on papote entre chefs? Non. Il faut que le peuple lui-même se mette en mouvement parce que, je vous le dis, comme un jour ou l'autre, nous allons gagner. Il faudra appliquer le programme L'Avenir en commun. Le programme L'Avenir en commun, ce n'est pas un programme consensuel où tout le monde va être d'accord. C'est un programme où il va s'agir d'imposer l'intérêt général aux intérêts particuliers. Et ça se gagne si le peuple tout entier s'y met. Parce que lui, il sait comment le faire. Par quel bout il faut passer. Par quels moyens on peut y arriver. Eh bien oui, néanmoins, en dépit de ce que je viens de vous dire, sur ce qui, à mes yeux, est la tâche centrale et la responsabilité politique qui m'incombe avec mes autres camarades, mais qui m'incombe peut-être à moi plus qu'à d'autres, qui est d'organiser cette pérennité de la force politique rassemblée, que ce que nous avons fait une fois ensemble ne se perde pas dans le sable, dans le ridicule peut-être de disputes de personnes, ou bien dans l'absurde d'accords entre appareils qui ne déboucheraient sur rien, on se demanderait sur quoi. Mais néanmoins, en dépit de tout ce que je viens de vous dire, je veux attirer votre attention sur le fait que cette liste est une liste où ont convergé des gens exigeants. Vous retrouvez dans la liste Emmanuel Morel, qui était l'aile gauche du Parti socialiste et qui a quitté le Parti socialiste, pour aller au bout de sa propre logique qui est de dire c'est avec les insoumis qu'il faut faire front parce que c'est là qu'est la force. C'est de la même manière Sergio Coronado, qui était un député EELV et qui est venu sur cette liste lui aussi, qui a accepté d'être sur cette liste. Par conséquent, ce que je veux vous dire à vous tous, qui nous accordez de la confiance, à nous autres, l'équipe qui organisons tout ça, et qui avons sollicité tout le monde aussi par vote pour que vous donniez votre avis sur la liste, ce que je veux vous dire, c'est que nous travaillons avec sérieux, avec honnêteté, avec le sens des responsabilités qui nous incombent. Ce que nous sommes en train de construire avec cette liste, avec ce vote et avec toutes les occasions politiques qui se présenteront, c'est l'immense force qui finira par prendre le pouvoir et retourner toute la situation en France et donc en Europe et par conséquent dans le monde. Notre regroupement ce soir, n'en doutez pas. Je sais qui vous êtes. Vous auriez pu rester chez vous. Et je doute que vous appreniez grand-chose ce soir. Vous entendez comment c'est mis en mots, mais vous le savez. Certains d'entre vous ont fait du chemin pour venir jusqu'ici. Vous l'avez fait parce que vous savez que dans une circonstance comme celle-là aussi, vous prenez une responsabilité. La force, le nombre que nous sommes ici, c'est une démonstration de force. Et c'est un encouragement pour ceux qui sont dans la lutte, parce qu'ils savent qu'ici, ils ont un mouvement politique ami, un point d'appui. Non, vous n'êtes pas seul, où que vous soyez, si vous êtes dans l'insoumission. Vous êtes appuyé sur cette force. Et ça, c'est très important. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je crois d'abord que c'est à vous tous qu'il faut dire un petit merci, mais pas plus, parce que vous êtes des personnes engagées et vous n'attendez pas des merci. Mais c'est important qu'on en fasse la démonstration. Parce qu'on vous a dit tout à l'heure, voilà comment ils parlent aux gilets jaunes. Racistes, antisémites, homophobes, agressifs, mélanchonistes, toutes les tares, quoi. Mais à nous, pareil. À nous, pareil. Comment vous défendez les gilets jaunes alors qu'il s'agit d'une foule haineuse? Comment vous êtes d'accord avec ces barbares? Et en plus, vous dites non seulement que vous êtes d'accord, mais qu'ils ont raison. Vous osez même dire que vous avez de la fascination. Je les ai bien attrapés, hein. Avec un mot. Faites mieux, un mot. Parce que j'ai parlé de M. Drouet. Vous savez, je ne suis pas le seul dans cette salle. Mais des gens qui ont l'expérience comme moi des luttes, il y en a quelques-uns ici qui savent ce que ça veut dire. Celui ou celle sur qui tout repose. Je dis bien celui ou celle, parce que j'ai à l'esprit mes petites camarades de Saudi Médical il y a 2 ans. Ces femmes si courageuses. Celui qui porte tout ça sur son dos, il n'en peut plus.
celui ou celle. Tous les autres, qui le reste du temps ne le regardaient même pas, viennent tous les jours lui dire « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et puis toi, tu es là, puis tu sais pas qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de plus que tout ce qu'on a déjà fait. Et il faut quand même répondre, il faut toujours avoir le sourire. Et après, à la maison, quand on rentre, il faut expliquer ce qu'on est en train de faire. Parce que ce n'est pas toujours évident dans un couple. C'est très dur. Il faut beaucoup de courage. Des caractères extraordinaires se révèlent dans ce genre de circonstances. Moi, M. Drouet, je ne le connais pas. Madame Priscilla Landowski, je ne la connais pas. Jérôme Rodriguez non plus. C'est des personnes que je n'ai jamais rencontrées une seule fois de ma vie. Mais je sais qui ils sont. Je ne sais pas ce qu'ils votent politiquement. Et je vais vous dire, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est le courage dont ils font preuve. C'est leur capacité de sang-froid. Leur capacité à regarder toujours l'adversaire en face au moment même où celui-ci veut les humilier, leur faire peur, les condamner dans les procès. J'espère que vous allez tous vous cotiser pour acheter un joli cache-nez, parce qu'il a un peu froid en ce moment, à notre ami Éric Drouet. Non, parce qu'il ne peut pas s'offrir ce cache-nez vu qu'il a ramassé une amende de 2000 €. Donc nous, on lui achète le cache-nez. Hein, voilà. N'oubliez pas de mettre la main à la poche quand on vous le demandera. Ça va, tout le monde a compris? Celui qui n'a pas compris ou celle qui n'a pas compris, je le fais expliquer par le voisin. Moi, je ne rentre pas dans les détails.